Vous avez un petit texte, c'est le texte à partir duquel on est tous partis, tous les quatre en tout cas, pour imaginer ce week-end. C'est un texte de Thich Nhat Hanh sur le méditant, l'artiste et le guerrier, la guerrière. Et voilà, aucun problème là si vous ne l'avez pas encore lu, certains l'ont parcouru, vous l'avez pour vous, vous allez pouvoir le regarder tout au long de la journée, demain. C'est des textes très profonds, à la fois simples et profonds. Tous les enseignements au fond y sont réunis, et puis on a toute une vie pour en déployer tous les visages. Et avant de déployer entièrement, pleinement l'artiste, parce que c'est aujourd'hui, on va faire appel à l'artiste, tout en gardant bien sûr le méditant, hein, il est toujours là, vous allez voir, hein, Karoma il a déjà dit hier, le méditant, la méditante en nous-mêmes, l'artiste, la guerrière, le guerrier, ils sont là de toute façon. Après c'est à nous de créer les conditions pour les inviter. Et c'est sûr que si les trois viennent et sont présents dans une situation, ce fameux équilibre dont on découvre parfois le cadeau dans certaines de situations est là. C'est ce qu'on touche quand on appelle « Ah tiens, là, j'ai l'impression d'avoir été juste dans ce moment ». La justesse, voilà, la justesse du moment s'invite dans notre vie quand les trois sont là. Et peut-être pour démarrer, juste peut-être se poser quelques minutes ensemble, se rassembler. Alors se rassembler, hein, c'est Karoma, il a dit, hein, c'est voilà, on rentre à la maison. C'est rappeler le méditant à nous. Toute cette retraite, elle est magnifique pour ça, parce que le méditant est rappelé à chaque moment de la journée. Et là, on va pouvoir, avec un petit coup de gong, voilà, Florent, ce matin, a déployé les quatre forces. Simplement, voilà, refaire en silence, chacune et chacun pour nous-mêmes, les quatre forces, hein, je vous les rappelle, écouter ce qui se passe là, entrer en relation avec sa présence corporelle. Peu à peu, on se rend compte que cette présence corporelle, elle est respirante, et on goûte ce souffle dans la troisième force. Puis la quatrième force, c'est vraiment cet espace inconditionnel d'accueil que l'on déploie là, quoi qu'il se passe, qu'on ait des pensées, qu'on soit fatigué dans ce monde, on accueille sans condition tout ce qui est.
Voilà, juste une petite pause. Un petit moment qui nous ramène à la maison. C'est ça hein, que Karomai a dit hier. Rentrer à la maison, c'est le premier pas. C'est là que le méditant, la méditante peut s'inviter dans notre vie, peut nous dire, on peut l'entendre, entendre ce qu'il a à nous dire. Et si on est là aujourd'hui, si on a, comme on le disait hier, hein, si on a passé tous les obstacles pour venir faire cette retraite, et je crois qu'il y en a jusqu'au dernier moment, ils ont même la jambe cassée, ils sont là, et c'est ouf. C'est bien parce que notre méditant a de la place dans notre vie. C'est lui, c'est elle qui nous a amenés ici, qui nous a dit viens le faire, malgré toutes les excuses qu'on avait. On en a des excuses chacune et chacun dans nos vies. Parce que justement notre temps, notre société, c'est important de la comprendre, elle a des aspects magnifiques, mais ce qui enferme, c'est qu'elle nous enferme dans une forme de divertissement permanent qui nous fait croire que exister, c'est amener une intensité permanente. Et que c'est ça qui fait qu'on existe. Donc là, le méditant et la méditante, il est tellement triste. Parce qu'il se dit, mais ça veut dire que tu ne te poses plus à la maison, ça veut dire que tu cherches sans arrêt, par monts et par vaux, l'excitation, la sensation. Moi, je travaille beaucoup avec des ados et pour beaucoup d'entre eux, exister égale intensité. C'est intéressant et c'est bon l'intensité, il n'y a pas de problème, il ne s'agit pas de rejeter l'intensité non plus, hein, ce n'est pas ça la question. Mais c'est qu'il y a d'autres manières de se sentir vivant que l'intensité. Et qu'on peut découvrir d'autres visages de l'intensité en rentrant à la maison. Et là, c'est un autre monde qui s'ouvre. Donc, on rentre à la maison, on se pose. Et c'est vrai, hein, Karomai le disait, quand on prend le temps de se poser, au début, c'est dur. C'est dur parce que on voit qu'il y avait un chantier auquel on ne donne plus d'attention. Parce que quand on va à droite et à gauche, en fait, on ne porte plus vraiment attention à l'essentiel de ce qu'il y a autour de nous, à notre vie, à notre maison. Donc en fait, au début, c'est le plus dur. C'est d'accepter de prendre un premier moment. C'est pour ça que c'est si important de nourrir le méditant et la méditante de bienveillance, d'amour, de profondeur, pour assumer la lucidité quand on se pose à la maison, qu'on voit l'ampleur des dégâts. Parce que quand on ne fait pas attention, quand on ne prend plus soin, il y a des dégâts, c'est sûr. Et là, on se pose, on dit ok, j'accepte, j'accueille le fait qu'il y ait des dégâts. Et là, on se rend compte que malgré tous les dégâts, hein, malgré le fait qu'on ne soit pas posé peut-être depuis 5 ans, 6 ans, 6 mois, 3 heures, il y a toujours tout pour faire un feu. Quoi qu'il arrive dans notre vie, hein, vraiment c'est la confiance primordiale, quoi qu'il arrive, il y aura toujours tous les éléments. Il faut se poser quand même, hein, et passer une première... Et là on se pose et on dit, ah mais il y a tout en fait, tout est quand même là. Alors des fois c'est un peu caché, il faut chercher un peu, mais c'est là, c'est sûr que c'est là, c'est la confiance vraiment. Moi là aussi, hein, c'est ce qui me porte aussi à aller voir des gens très très éloignés, très exclus, c'est que je sais qu'ils ont quelque part quelque chose qui va pouvoir s'allumer chez eux aussi. Ça, et j'ai tellement vu des gens qui allumaient leur feu, qui étaient à des années-lumière de croire que c'était possible pour eux, mais toute la société disait que c'était impossible pour eux qu'ils allument leur feu, que c'était terminé, que c'était déterminé. Non. C'est possible quelque part de trouver tous les éléments pour allumer notre feu. Et là, ça commence à brûler, et puis voilà, on commence à accepter de se reposer là, ici et maintenant. Et ce qui est très beau, hein, dans le chemin de Thich Nhat Hanh et du village des pruniers, c'est qu'il y a plein d'éléments comme ça. S'arrêter, les cloches, manger comme ça ce matin, c'était... Voilà.
Mais il y a toujours un piège à tout. Et notre temps encourage aussi le piège dans lequel peut tomber le méditant ou la méditante s'il est tout seul. Heureusement, il n'est pas tout seul, mais s'il reste un peu tout seul, on dit, ben voilà, ben méditant, c'est moi, ça y est, je reste méditante, et je serai là comme ça, c'est le visage qui me parle. Si ce méditant ou ce méditante reste tout seul dans notre société, il risque, parce que vous voyez, hein, ce méditant, il commence à assumer une forme de discipline. Elle en a parlé, Karomai, hein, vous vous rappelez, la discipline, voilà, hop, les cloches, je prends le temps de me poser, de rentrer à la maison. Je prends le temps de m'asseoir chaque jour à un moment particulier de ma vie. Donc il y a une discipline qui s'installe dans notre vie. Quelque chose de cette pratique qui nous rassemble nous appelle tellement que voilà, ça s'installe dans notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne devient disciplinée par ce chemin du méditant et la méditante qui prend de plus en plus de place dans notre vie. Mais le méditant et sa discipline peut se laisser vraiment séduire par une approche trop mécanique. Et notre temps, il adore la mécanique, il adore les systèmes, il adore le même, la répétition de toujours le même. Et il adore ça d'autant plus que l'horizon qui nous est vendu aujourd'hui quand même, c'est devenir des hommes et des femmes machines. C'est quand même ça notre horizon. C'est vraiment, c'est laisser tomber notre humanité, parce qu'humanité égale vulnérabilité, émotion, tout ça, c'est trop. Et la méditation aussi est à des moments instrumentalisée. Moi, quand je vais avec les sportifs de haut niveau, en France, il y a un centre qui s'appelle l'INSEP, qui est vraiment le pôle France où tous les sportifs de haut niveau de certaines disciplines, pas le foot et tout ça, mais vraiment les sports olympiques s'entraînent en région parisienne. Et là-bas, il y a de la méditation, mais c'est la méditation en performance, hein, c'est business et compagnie. Allez, mécanique, tu vas devenir plus performant, et on est là tous crispés. Je tiens toute ma vie. Et on peut devenir des méditants super disciplinés, mais super durs, super froids. Et d'essayer surtout d'éviter tout ce qui est lié au vivant, à l'émotionnel. Ah, non, quand ça vibre trop, discipline, on coupe, dans le mauvais sens du terme. On verra que demain, c'est bien de couper des fois, mais là. Et on devient un peu des machines. Hein. Moi, je vois certains sportifs, ils sont rentrés dans le système machine, mais le moment où le couvercle va se lever, oh ça va. Mais là, mais vous ne vous rendez pas compte, les burn-out, les dépressions, les moments où ça explose, les muscles, tout ça, on ne le voit pas. Hein. Tout ça, on ne le voit pas. Et même ceux qui gagnent explosent. Là, on voit, après les Jeux Olympiques, il y en a plein qui sont en mode burn-out. Même ceux qui ont gagné parce qu'on ne sait pas quoi faire avec les émotions. On ne sait plus quoi faire, nous, en mode machine. Tous les jours, je fais la même chose, boum, 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 boum. Et ça marche, hein, moi, je leur dis, médite tous les jours. Ils méditent tous les jours, des monstres. Mais on n'est pas que ça, nous. Et même là, si je prends l'exemple un peu ultime des sportifs et des sportifs de haut niveau, mais en fait, on est un peu tous comme ça à notre mesure, avec nos propres trucs. On est un peu en mode mécanique comme ça. Et là, heureusement, il y a l'artiste en nous. Il y a l'artiste qui est là. Et qui me dit, mais tu sais, moi je suis là. Hein. Je peux venir dans ta vie t'aider avec tout ce truc-là émotionnel, vivant. Le vivant. Je peux t'aider avec le vivant. Donc on a besoin de notre artiste aussi. Et l'artiste, en fait, c'est lui qui va remettre un peu de bûche dans les flammes, qui va assumer même que ça flambe à des moments, que ça flambe tellement que ça nous dépasse. C'est plus le petit feu dans notre âtre, là, tranquille à la maison. C'est quelque chose de plus assumé, voilà, quelque chose qui se déploie, qui assume quelque chose de plus vaste que le petit moi. L'artiste, qui accepte la dimension de reliance qui nous met en rapport au vivant autour de nous. En fait, ce qui est complètement fou, c'est, vous voyez ce geste, d'abord ce qu'on a fait hier. On a besoin d'abord de fermer certaines fenêtres et certaines portes, parce que là, ce n'est pas les bonnes fenêtres et les bonnes portes. C'est les portes de divertissement qui nous appellent à... Ça appelle notre petit singe, là on en parle, là, le petit singe il kiffe, toutes ces portes ouvertes, il est là, je vais à droite, et on n'est pas du tout rassemblés. Et là tout d'un coup il faut dire, bon attends, là,
Première étape. Je ferme un peu certains divertissements, certaines portes, je me rassemble. J'allume ce feu. Je me pose, je me rassemble. Le méditant, je sens qu'il est là. Et là, à partir de ce premier ancrage, de retrouver l'ancrage là de ce présent vivant dans notre maison, de rentrer à la maison, de nouvelles ouvertures se montrent à nous. C'est-à-dire que notre maison, en fait, on se rendait compte qu'on pensait qu'il y avait toujours quelques portes. Non, en fait, il y a d'autres espaces ouverts. Et ça se fait tout seul. L'artiste, pour le réveiller, il faut le laisser faire. C'est complètement paradoxal. C'est-à-dire que par la volonté crispée, celle qu'on cultive depuis la maternelle, hein, rentre dans les cases, rentre dans ta norme. Toi, tu dois apprendre à découper à 3 mois et demi. Non, je sais plus. Non, mais je sais pas, les cases d'aujourd'hui, elles sont tellement réduites. Les petits sont là. Ah, bah alors oui, il faut que je sache faire ça. Oui, rentre dans les normes. Et tu dois... Et donc, du coup, l'artiste, là, il ne peut plus vivre parce qu'il est conditionné. Enfin, il est renfermé par cette volonté qui veut tout gérer, tout contrôler. Voilà, non, l'artiste, là, il dort. Il dit, moi, avec la volonté, je ne viens pas te voir. Hein. Ça, c'est sûr. On ne peut pas demander à l'artiste de venir en nous comme ça par une décision volontaire. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas par là qu'on passe pour l'inviter à venir. Il est là, hein. C'est-à-dire, il n'est pas à l'extérieur de nous. Il est toujours là, mais il se repose pour l'instant. Et moi, franchement, pendant très longtemps dans ma vie, je croyais qu'il n'existait pas. Hein. Enfin, franchement, je ne savais même pas que... Enfin, comme on me disait, artiste, je dis, ouais, bon, ben, pour les autres, mais pas moi. Et vraiment, je réduisais un peu, peut-être, oui, je le réduisais à l'artiste, à peut-être savoir dessiner, savoir chanter, enfin, très, très petit, en fait. Mais en fait, l'artiste, c'est bien plus vaste que savoir faire quelque chose, ou savoir comprendre la poésie, ou savoir entendre... Non, c'est bien plus vaste que ça. On rentre à la maison. Et c'est très beau ce matin comment Florent a fait, parce que je pense qu'on a senti ça. On rentre à la maison et on se pose à un endroit où il n'y a rien à réussir. Et juste de dire il n'y a rien à réussir, déjà l'artiste il dit intéressant. Et il n'y a plus trop tout ce monde de la performance, tout ça, l'artiste il n'aime pas trop ça. Il n'y a plus rien à réussir. C'est comme tout d'un coup cette pression qu'on se met, même pour réussir la pratique. Hein. Moi, les premières fois que je suis arrivé à pratiquer la méditation, je voulais réussir. Donc j'écoutais tout ce qu'on me disait, je disais, voilà, tac, tu essaies de bien faire et tout ça, poum, pam, tiens. Et j'étais pris dans ce truc. Et là, l'artiste, il ne vient pas, parce que c'est encore ce système de la performance, de réussir quelque chose. Et c'est des bonnes intentions qu'on a de vouloir réussir. Mais là, l'artiste, il ne viendra pas. On se pose. Et déjà, le truc de ne rien avoir à réussir. Ouais, il y a comme quelque chose dans notre crispation habituelle pour tout réussir. Tu vois, tout d'un coup, on lui dit, t'inquiète, là, tu n'as pas besoin d'être en place. Tu n'as pas besoin d'être mobilisé. Bon, elle dit non. Elle ne fait pas tout de suite, hein. Elle ne lâche pas tout de suite. Elle dit non, attends, je suis là tout le temps pour t'aider. Tu ne vas pas me lâcher comme ça. Hein. Parce que la volonté, elle est là pour nous. On n'est pas là en train de frapper la volonté crispée en disant non, c'est pas bien, t'es pas bien. Notre volonté, elle nous aide dans plein de moments en plus. Hein. Mais le problème de notre temps, c'est qu'elle est tout le temps là. C'est la seule qu'on mobilise pour vivre. Et en fait, le chemin de la pratique ouvre d'autres dimensions. Ça n'empêche pas que la volonté existe et qu'elle nous aide dans plein de moments de notre vie. Mais ce n'est pas la seule manière dont on entre en rapport avec les choses. Voilà. On laisse d'autres espaces dans notre existence. Et notamment l'espace du laisser-faire. Et de retrouver qu'est-ce que ça emmène comme grandeur dans notre existence à des moments de se laisser faire par ce qui est plutôt que de vouloir contrôler ce qui est. Ouais, c'est maître et possesseur de la nature. Ça, c'est notre temps, ça. Hein. Enfin, depuis le XVIIe siècle, on nous met ça. Voilà, l'être humain est maître et possesseur de la nature. Oui, le geste qu'on fait quand on est maître et possesseur, on doit gérer notre vie, on doit gérer les choses, on doit gérer notre emploi du temps, on doit gérer notre corps, on doit gérer les gens autour de nous, on doit gérer tout. Donc la volonté crispée, elle est toute puissante. Donc c'est sûr qu'au début, quand on pratique, elle ne va pas vouloir laisser de la place pour les autres. Parce que là, l'illusion qu'il n'y a qu'une seule manière d'être au monde,
perd de sa force et du coup, elle perd de sa puissance. Et bien sûr que les parts de nous qui ont de la puissance, elles ne veulent pas perdre. Quand on a du pouvoir, on n'a pas envie de le lâcher. Hein. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais comme méditer est un chemin, ça va. Voilà. Donc, mais juste là, moi, souvent, je prends le temps, chaque fois, de parler. Au fond, je ne dis pas que je parle à ma volonté, mais je ne me le dis pas à ce moment-là consciemment. Mais de pouvoir se dire, voilà, notre pratique, il n'y a rien à réussir. On ne peut pas louper, on ne peut pas rater. Quoi qu'il se passe, c'est OK. Ça déjà, ça nous place différemment. Ouais, ça nous place dans le présent de manière complètement différente que quand on veut faire quelque chose avec le présent. C'est totalement... Voyez, on retrouve notre place dans la nature. Ouais, c'est pas je veux maîtriser et posséder la nature, c'est je retrouve ma place d'être humain là dans la nature. C'est-à-dire c'est une humilité profonde que de retrouver sa place, dire OK, je vais me laisser faire. Vous imaginez, c'est un geste d'humilité profonde. Et là, je me laisse faire. On peut le faire là, si vous voulez. On va travailler avec l'écoute, si vous voulez, un petit peu. Juste là, vous vous posez. On prend le temps de se poser. Et là, à chaque fois qu'on se pose, il y a une part de nous qui dit « Oh non, la flemme ». Vous ne sentez pas le truc là? Enfin, en tout cas, quand je fais avec des ados, c'est toujours. Quand je dis « Allez, on va méditer ». « Oh, oh non ». « Oh non, mais… Oh non, mais… ». Et c'est parce qu'on change de régime. Et après, ils sont heureux, hein, mais « Oh non, la flemme ». C'est la flemme. Oh non, le flemmard, eux, qui s'est installé dans leur vie, qui est sur son canapé comme ça, il dit « Ah non, pas la médite, non ». Et là, on fait ce geste, on le fait, le saut. On fait le saut, parce que le saut, c'est ce qui nous permet de rentrer à la maison. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Et on se dit à nous-mêmes, là, on se le dit à toutes les parts de nous, à tout notre être. Là, vraiment, il n'y a rien à réussir. Vraiment, vraiment, vraiment. Je n'ai pas besoin d'être un bon méditant. Je n'ai pas besoin de réussir ma pratique. Voilà. Et la première force, c'est l'écoute. Écouter ce qui se passe là, maintenant. Donc méditer, c'est vraiment créer une situation où on redonne de la place à notre sensorialité, à nos sens. Et quand on dit écoute ce qui se passe, la tendance presque automatique, c'est de vouloir tout entendre. La volonté crispée dont on parle depuis tout à l'heure prend le relais et essaye de gérer ce moment en essayant de tout écouter ce qui se passe. Et là, on peut laisser tomber, mais vraiment laisser tomber avec beaucoup de douceur, mais
laisser tomber la volonté, parce que là, il ne s'agit pas de tout entendre, mais de se laisser traverser par les sons qui viennent à nous. Juste se laisser faire par l'atmosphère sonore présente. Donc voilà, on sent, hein, on n'a pas du tout à se mettre la pression pour tout entendre, c'est juste les sons qui viennent. On se laisse toucher. Et ce qui est très important dans cette attitude, au fond, qui laisse de la place à l'artiste qui est en nous, c'est une attitude profonde de non-jugement. Voilà. Quoi qu'il se passe, quels que soient les bruits, qu'on les considère comme agréables, désagréables, on laisse complètement tomber ces jugements et on se laisse juste toucher par la sonorité telle qu'elle est. Et peut-être que vous pouvez sentir qu'on peut écouter vraiment ce qui se passe, l'atmosphère sonore de ce moment, de tout notre corps, de tout notre être. Vraiment, les sons, ils résonnent, ils vibrent dans toutes les parties de notre être. On peut sentir ça, se laisser toucher, vibrer par un son. Et tout naturellement, vous voyez que la deuxième force est déjà là, la rencontre avec notre présence corporelle. Sentir nos sensations du corps là maintenant, comme elles sont. Et là, peut-être que vous voyez qu'il y a une part de vous un peu crispée, volontaire, qui veut changer les choses, qui veut juger un peu notre corps. Et là, on laisse complètement, avec beaucoup de douceur aussi, on ne rentre pas en guerre contre cette voix, mais non, là c'est non. C'est simplement accueillir ce corps sans condition, le laisser être. On le laisse être notre corps, on le laisse prendre sa place, on le laisse vivre, on le rencontre juste. Ouais, c'est juste, je lui donne de la considération et de l'attention sans vouloir le modifier. Et au contraire, je laisse faire, je laisse mon corps faire.
Et là, parce qu'on est recentré, ancré dans cette assise qu'on peut vraiment sentir là. Sentir qu'en laissant le poids de votre corps, vous pouvez vraiment sentir le poids de votre corps là qui se dépose sur votre coussin ou sur votre chaise, sur votre assise là. Laissez le poids du corps se poser tout seul. Notre corps a un poids et on rencontre ce poids-là, vraiment le poids de l'assise et de l'ancrage. On est vraiment dans la terre, en relation avec le sol, par le fait qu'on soit entièrement posé là. Donc il y aura le rapport à la terre, au ciel, et puis à la terre, et puis il y a aussi le rapport au ciel dans la verticalité. Et vous pouvez vraiment sentir aussi qu'il n'y a pas besoin de se tenir droit, hein, mais que on a un axe naturel qui nous relie là à la terre, vers le ciel, qui part du bassin, qui nous traverse. Vous pouvez même imaginer un axe imaginaire là, qui partirait de notre bassin, qui serait relié à la terre et qui nous traverserait, qui sortirait du haut de notre tête et qui nous relie au ciel, à l'immensité, au grand, au vaste, à l'ouvert. Et là, en retrouvant cette place entre la place de notre humanité entre terre et ciel, on est à la maison. C'est ça, être à la maison. Là, on est à la maison. Et comme on est à la maison, les portes des perceptions peuvent s'ouvrir. Vraiment, c'est tous nos sens là qui se laissent complètement toucher par le monde vivant qui nous entoure. Alors, vous pouvez laisser le monde vous toucher par tous les sens, les odeurs là. Si vous sentez quelque chose, laissez-vous complètement prendre par l'atmosphère du présent, la mélodie de ce moment. Sentir la température de la pièce sur notre peau. Sentir les vêtements aussi que l'on a là. Peut-être que vous sentez que selon les endroits, la texture est différente. Les sensations sont différentes.
Et là, je vous guide, je vous donne des indications, mais gardez toujours à l'esprit que l'attitude fondamentale, c'est le laisser faire, le laisser être. Vous laissez les choses être comme elles sont. C'est comme si notre attitude volontaire se mettait en retrait et nous, on goûte le présent. On se laisse traverser sensoriellement par ce moment. Et la troisième force, la respiration, est un point d'appui profond pour sentir qu'il y a un lien direct, naturel entre intérieur et extérieur, qu'on est centré et en même temps ça nous permet cet ancrage d'aller à la rencontre comme jamais avec le monde, avec le vivant qui nous entoure. Et le souffle, c'est ça, il vient, il part, il est profondément intime et en même temps il est complètement en relation avec le monde. Échange pur entre moi, monde, les autres. Quand on se laisse faire, et là c'est vraiment dans le rapport au souffle, vraiment on le laisse être. Et on découvre qu'il y a vraiment dans notre humanité une générosité naturelle, qu'on le veuille ou pas, on donne, on prend, on donne, ça vient, ça part. Les choses ne sont pas figées. Donc le poète, là, quand on laisse faire comme ça les choses, il se sent vraiment invité dans la situation. On l'autorise à venir prendre sa place avec nous. Et ce qu'il aime par-dessus tout, l'artiste, c'est d'accepter sans condition la réalité telle qu'elle est. Et même là, si dans votre pratique, il y a des moments où vous avez plein de pensées, vous partez, vous revenez, vous avez des douleurs, des inconforts, des émotions difficiles, quoi qu'il advienne, c'est OK. C'est complètement OK. On ne cherche pas la performance. Voilà. Là, on peut peut-être sentir que quoi qu'il se passe, agréable, désagréable, moment profondément ouvert, moment profondément fermé, et ça change. Que cet accueil inconditionnel nous réconcilie profondément. Il y a quelque chose d'une réconciliation, d'une paix profonde par le fait de simplement accueillir, accepter tout ce qui est là. Vous laissez le son vous traverser jusqu'au bout là.
Donc voilà comment l'espace de la pratique peut ouvrir un moment où l'artiste en nous se sent invité dans la danse. Et vous voyez, c'est la condition, l'ingrédient magique, c'est le laisser faire, c'est se laisser être. C'est comme le dit Thich Nhat Hanh dans le texte, hein, nous ne devons pas pratiquer comme une machine, mais comme un être vivant. Là, c'est ça, c'est vivant, c'est vivant. Vivant, ça veut dire que c'est pas forcément toujours cool, hein. Non, mais vivant. C'est pour ça que d'un côté, on peut se laisser prendre par le piège de la discipline qui nous ferait croire dans cette mécanisation de tout qu'on pourrait éviter le trouble. Que peut-être en méditant, le rêve un peu, ce serait qu'on n'ait plus de trouble dans notre existence. Mais non, c'est vivant. Et le vivant, c'est que ça bouge, ça change, ça nous traverse. Mais si on laisse faire, si on devient vraiment caisse de résonance, ça résonne et puis ça part. Parce que nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend, on s'identifie au truc qui nous arrive et c'est à nous. À partir du moment que ça vient, c'est moi. Et cette toute puissance du moi, là, on n'en peut plus du moi. Il y a des ouvrages dans le travail social, hein, il ne méditait pas, le gars, hein, et il y a un livre qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». Non, mais il n'a pas fait de cours bouddhistes ou tout ça, mais le moi, il prend tellement de place. Et du coup, quand le moi prend tellement de place, l'artiste, lui, il ne vient pas. Parce que lui, l'artiste, tout ce moi, cette histoire de moi, c'est mon truc, c'est mon machin, c'est mon histoire, c'est mon trauma, c'est mon truc. Et c'est vrai, hein, mais là, pour lui, c'est trop réducteur de nos possibilités humaines. C'est trop enfermer l'humanité dans un vase clos, dans un truc trop fermé. Oui, il y a le moi, oui, il y a mon histoire, oui, on a des choses, oui, on a des traumas, ils sont vrais, il faut les prendre au sérieux, mais on n'est pas que ça. C'est ça qui... c'est pour ça que je vous dis, on s'ancre, et en même temps, le vivant s'ouvre en nous, et on découvre qu'on n'est pas juste une histoire de vie. Que l'être humain a une capacité de se relier à des forces naturelles. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h ou de monter sur le Mont Blanc. Mais c'est là. Ah ouais. Il y a au-delà que ce petit moi. Tellement réducteur. Oui, c'est celui qui réduit toujours notre vie à notre histoire. Oui, mais la dernière fois, tu as fait ceci. Qui nous empêche, oui, il nous renvoie dans nos habitus, oui, dans nos petits trucs, dans nos automatismes. Et oui, mais tu avais la phrase de notre mère qui nous a toujours dit. Et du coup, le monde de la psychologie a beaucoup aidé, mais le piège aussi, c'est qu'on s'enferme dans l'interprétation de tout. Et là, toujours ma vie, mon truc, mon blabla, mon truc, ma soupe. L'artiste, lui, il nous ouvre les portes, d'autres portes, une porte plus large, plus ouverte, qui nous fait nous sembler faire partie de la nature, faire partie de la terre, sentir qu'on est de nouveau en résonance avec le monde, qu'on n'est plus maître et possesseur, mais qu'on fait partie de ce tout, qu'on est le tout. Et ça passe par cette révolution sensorielle là qu'on fait. C'est tout simple, hein, mais c'est ça. Voilà. Je rencontre mon corps et je le rencontre comme il est. Et je fais avec. Et je le considère comme il est. Et franchement, là, moi, dans le sport de haut niveau, je travaille beaucoup avec des escrimeuses et des escrimeurs. Et quand, moi, mon travail, on m'appelle préparateur mental, mais je ne prépare rien du mental. Moi, je les aide à revenir à la sensorialité. Parce que leur corps qu'ils entraînent tous les jours, il a un savoir de malade. Bien plus que leurs petites analyses. C'est ouf. Et si, à un moment, ils laissent juste leur corps faire, alors c'est dur parce que pour eux, ils font un truc, putain, ils reviennent, c'est moi ou c'est pas moi là? Parce qu'ils n'ont plus l'impression que c'est eux. On a tous vécu des moments comme ça où quand on se laisse porter par l'artiste en nous,
dans l'après-coup, parce que c'est toujours des moments comme ça, on ne peut pas être tout le temps artiste, hein, et l'artiste peut pas, voilà, et même les artistes qu'on dit artistes, ils ne sont pas tout le temps artistes. Hein. Ils ont des galères, ils sont chiés, ils sont chiants. Mais à un moment, il y a un truc qui s'ouvre, ils sont complètement en rapport, ils font partie, ils sont monde, il se passe quelque chose, ils font un acte, et là, ils reviennent dans un après-coup, ils disent, mais c'était qui en fait? Est-ce que c'était vraiment moi là? Vous voyez, on a tous un truc comme ça, des fois c'est dans notre métier. Notre métier nous appelle à faire un truc, on fait quelque chose et on est comme dans une forme de transe. C'est lié à ça aussi, une transe comme ça où on est complètement ouvert. En fait, on sait pas vraiment. Il n'y a même pas quelqu'un qui nous dit, qui nous regarde il n'y a plus d'observateur en train de nous dire oui c'est bien, c'est pas bien. Juste on fait la chose et après coup on se dit waouh, ah ouais, là c'est. Et c'est comme le peintre qui dit à un moment, c'est plus moi qui peins, c'est ma main qui peint. Je crois que c'est quel artiste qui disait à quel peintre? C'est ma main qui fait tout seul. Peut-être certains, quand ils écrivent, à un moment, il y a comme un moment où ils lâchent complètement le bien, pas bien. Ils écrivent. Ça se fait tout seul. Et ça, dans tout. Il y a le boulanger qui fait du pain, au moment, il lâche. Et ça se fait. Et il joue avec. C'est la danse du monde. C'est le poète en lui qui laisse juste les choses se faire. Et puis il est dans le mouvement, comme ça, il fait tac. Et puis on mange son pain, on se dit oh, ah ouais, là, il nous aime. C'est l'amour qui est là. Et ça nous dépasse. Et là, c'est le monde sensoriel qui va nous permettre de retrouver ce chemin. Mais une rencontre sensorielle sans objectif. Vraiment de faire confiance, de se laisser prendre par le monde des sens. Et de voir qu'à des moments, on essaie de contrôler. Et c'est pas grave, dans tout ce processus, ce qui va être très important, je ne sais pas si vous l'avez senti à des moments quand je guidais, c'est à un moment, on va voir de plus en plus l'acte volontaire qui veut crisper, qui veut contrôler, qui veut maîtriser. Et c'est pas grave, hein, parce qu'il a tellement été puissant. Je vous dis, il est tout puissant, donc lui, il va vouloir toujours mettre sa sauce et tout. Et vous le voyez, vous dites, non, avec beaucoup de douceur, parce qu'il est là pour nous aider. Franchement, il veut nous aider. Donc, là, ça va. Là, c'est bon, c'est un autre espace. Je n'ai pas besoin que tu viennes m'aider. Ça se passe bien comme ça dans ce laisser-faire. Et là, quand on laisse cet espace plus vaste nous traverser, quand on se laisse porter par l'espace plus vaste, on retrouve la magie ordinaire, en fait. On retrouve la magie. Pas la magie des tours de magie, hein, mais la magie ordinaire de la vie, celle qu'on a perdue, celle qui est coupée aujourd'hui, celle qui nous... juste... Ah ouais, la magie de chaque moment. Il y a une magie là de chaque moment. Et on commence... Et l'écoute là. Écouter, c'est... Moi, vraiment, cette force de l'écoute, je l'expérimente parce que comme je suis arrivé dans la méditation, donc je ne savais pas grand-chose de la méditation, mais quand on a commencé à parler d'écoute, là, moi, j'avais un peu crispé en me disant, non, mais ça, écouter, je sais faire. Parce que je suis éducateur spécialisé quand même. Donc, je ne comprends rien à la poésie, tout ça, mais écouter, là, c'est mon domaine. Et j'étais très sûr de moi. Et oui, écouter, donc j'étais là, oui, écouter, et puis écouter les gens, je le fais tout le temps. Enfin, voilà. Et là, l'artiste, il ne venait pas dans mon type d'écoute. Hein. Il n'était jamais venu, en fait, ou quelques moments peut-être de grâce qui étaient venus comme ça sans que je m'en rende compte, mais parce que moi, j'écoutais de manière catégorique. Et j'avais tellement, en plus, j'avais fait des sciences de l'éducation en plus, donc j'avais un master 2 en sciences, j'ai master 2 en sciences de l'éducation. Donc j'ai fait de la socio plus, anthropologie, psychologie, psychanalyse, tatata et isme. Donc j'avais plein de cases, moi, pour mettre les gens. Ah oui, il me dit ça, donc tac, j'avais plein de filles. J'adorais ça, et j'adore ça encore, hein, mais c'est beau en plus d'avoir des cases et de pouvoir... Ça permet de comprendre, et le moment de compréhension, il est important. Mais du coup, j'avais une écoute très fermée, en fait, très dirigée. Pas beaucoup de place, en fait, pour l'artiste, en fait. Et non, là, dans la première force, c'est un autre type d'écoute. Au début, on veut tout écouter, puis là, on se laisse plutôt écouter la mélodie secrète de ce moment. Tiens, on se laisse toucher. Et on parle à partir de se laisser toucher. Ouais, on ne parle pas parce que... Et là, maintenant, moi, dans mes entretiens, j'essaie vraiment de... Je laisse la parole circuler. Je ne cherche même pas... Bon, des fois, ça se fait, mais je ne cherche pas trop à analyser, mais je laisse la parole me toucher de l'autre être, et puis je parle à partir de ce qu'il me dit. Et oui, c'est pas moi qui vais dire un truc intelligent, c'est la situation, parce qu'il y a un tiers là qui permet d'entendre une parole, qui la redit d'une autre manière, et des fois, je dis exactement la même chose d'une autre manière. Et c'est magique, en fait. L'autre, il dit « Ah ouais !»
rien, simple, rien, nada, zéro besoin d'études. On n'a pas besoin d'études en fait. Et juste c'est se laisser porter par la mélodie secrète de ce moment, entendre la parole, c'est ça le poète. Et se faire juste, on est juste au service de la vie. L'artiste, il vient quand on se met au service de la vie, qu'on ne cherche pas à contrôler la vie. Là, voilà, et on est au service. Et du coup, ça nous dépasse. Voilà, on retrouve cette magie ordinaire. Et ce mystère, en fait, c'est Florent qui parlait du mystère hier, je crois. Tu disais le mystère, en fait, que méditer, toi, c'est de permettre... On retrouve qu'il y a des choses, ça ne s'explique pas, et c'est OK. Franchement, c'est dur que je dise ça, parce que il y a une part de moi qui cherche à comprendre tout. Et elle est intéressante, et il faut lui laisser de la place à plein de monde. Mais il y a un endroit où aussi on peut se dire, je laisse juste la question, l'énigme. Je dis, quand des fois on fait des choses et on dit, mais c'était moi, c'était pas moi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'était... Par rapport à la petite identité, on a complètement explosé le cadre de notre identité dans ce moment précis. On ne va pas chercher des explications, juste c'est un cadeau. Et l'artiste, il dit, ben voilà, t'es venu, je t'offre le cadeau que le vivant t'a donné. C'est un cadeau qui nous est donné. Pourquoi forcément toujours vouloir comprendre? Moi, il y a une phrase, il y a une citation de Fabrice Midal, donc du coup qui m'a formé à la méditation, qui m'avait tellement frappé, et du coup je l'étudie. Là aussi, justement pour préserver le mystère et l'énigme de la vie et comment l'espace de la pratique est une possibilité de se poser dans cet espace-là. Je vais vous la dire. Donc lui, c'était un peu le thème de méditer, c'est apprendre à vivre avec le mystère, dans le mystère de l'existence, pourquoi on existe. Toutes les questions qu'ont les enfants, là, des fois, on ne sait pas très bien quoi répondre. Il y a la biologie, c'est intéressant, mais il y a des trucs, c'est pourquoi on est là, quoi. Donc voilà ce qu'il dit. La plupart des religions, des philosophies, des doctrines, des conceptions politiques essayent de tout nous expliquer. Pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi la souffrance. Elles essayent de nous libérer des nombreux mystères de la vie pour que nous ayons enfin des réponses à toutes nos questions. Est-ce que cela nous rend plus heureux? Non. Ce qu'il dit là. Le caractère précieux de la méditation est qu'elle n'est pas un ensemble de réponses. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est on ne cherche pas de réponses. Là. Ce n'est pas un ensemble de réponses. Elle nous apprend simplement à nous poser au cœur même de l'énigme qui est pour chacun d'entre nous le fait même d'être un être humain. D'être un être vivant. Pour moi, c'est là le point le plus profond de la pratique de la méditation. Consentir, c'est tellement un mot magnifique en français, consentir. Consentir à se poser juste là où on ne sait pas tout. C'est ça, c'est magnifique, c'est ouf. Donc pour moi, c'est là le point le plus profond de la pratique de la méditation, consentir à se poser juste là où on ne sait pas tout. Et là, si on consent à vivre cette retraite à chaque moment comme si on ne sait pas tout, là, il n'y a pas de mécanisation du présent, c'est la fraîcheur, c'est frais. D'ailleurs, Chantan, c'est ça qu'il dit, hein, l'artiste, il doit nous aider à retrouver la fraîcheur et la joie. Là, quand, ah oui, les 10 cloches, ah oui, c'est bon, 10 cloches, ok. Ouais, allez, je comprends. Ouais, c'est pas mécanique, c'est là, ah, brèche, c'est une brèche, c'est la cloche, c'est brèche. Oh, comme si c'était la première fois. C'est ça l'artiste, comme si c'était la première fois que je vivais ce moment, comme si c'était la dernière fois que je vivais ce moment. Oh, fraîcheur. Et puis après, on fait la suite. Donc là, tout d'un coup, tout le risque dans lequel peut être pris le méditant est complètement déconstruit par cette attitude d'artiste qui amène de la fraîcheur à chaque instant, qui fait que
Chaque instant, c'est ça qu'il dit aussi Thich Nhat Hanh, chaque instant est un nouvel instant. Si chaque instant pouvait être un nouvel instant, chaque fois que je monte ces marches qu'il a montées des milliers de fois, ça devenait un nouvel instant. Ah ben non, c'était pas un nouvel instant. Allez, je reviens. Un nouvel instant. Comme si c'était la dernière. Vous voyez l'ampleur que ça donne, comme si c'était la première fois ou comme si. Moi, j'aime bien ça. Moi, ça m'aide beaucoup, ça, quand je commence à partir dans mes tripes ou dans mes mécaniques. Je dis, Mathieu, là, comme si c'était la première fois. Comme l'enfant. Le poète, l'artiste, c'est l'étonnement primordial. C'est comme si c'était la première fois. L'enfant qui est capable de refaire 17 000 fois le même. Moi, je me rappelais, mes enfants, là, ils ont 7 ans. Bon, mais il y a encore des moments comme ça, mais quand ils étaient petits, c'était quand j'étais petit. Je devenais petit aussi, je crois. Et je leur faisais un truc, ça les faisait rire. Ils me disaient, encore, papa. Je leur faisais exactement le truc. Ils rigolaient comme si c'était la première fois, comme je venais de le faire. Je le refais, je peux le faire 17 000 fois. Ah, 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 ah. Puis je dis, wow, c'est un truc de fou. Et on se sent, ça nous redonne l'âme de cet enfant. Il dit, mais c'est vrai, quoi. Pourquoi on se prend la tête? Juste un truc comme ça devient la possibilité de goûter toute l'ampleur de l'existentiel. Là, maintenant, juste en faisant un geste et de pouvoir le refaire à neuf, refaire à neuf, refaire à neuf. Vous voyez, l'artiste, il est pris complètement dans ce qu'un autre pratiquant que j'adore, qui est dans le zen, qui s'appelle Suzuki, l'esprit du débutant. Ouais, l'artiste, lui, il est toujours débutant. Il ne se prend pas la tête. Il ne croit pas. Ce n'est pas un expert. Ouais, dès qu'on commence à être expert quelque part, lui, l'artiste, il dit, bon, on va être ciao. Hein. Je te laisse avec tes croyances d'expert. Ouais, il s'y croit. Dès qu'on est expert, on croit qu'on est arrivé quelque part. Lui, l'artiste, bon, c'est bon, laisse tomber. Il fait son trip. Non, l'artiste, lui, c'est la fraîcheur c'est l'enfance, c'est l'étonnement primordial. C'est comment notre enfant, là, quand on lui redonne un peu de place, et bien l'artiste, il vient, il dit, allez, vas-y, enfin, tu redonnes un peu de fraîcheur à ton existence, de joie simple, du moment, comme si c'était la première fois. Et aussi, bien sûr, l'acceptation de notre condition, que c'est peut-être la dernière fois aussi. Oui, c'est pas non plus les petits oiseaux et le monde. Ouais, c'est comprendre aussi l'ampleur de l'existence, qu'on est des mortels, et que c'est notre condition. Et c'est ça aujourd'hui que notre temps ne veut pas voir, c'est qu'on n'accepte pas qu'on est des mortels. Oh, on est des mortels. Et dans l'école de Fabrice, on travaille beaucoup à partir de la philosophie des Grecs. Et les dieux grecs, ils nous jalousaient, nous, les mortels. Hein. Ils kiffaient, ils disaient, putain, les mortels, c'est peut-être leur dernier moment. Et donc, ils vivent des émotions qu'on ne vivra jamais, nous. Parce que quand c'est le dernier moment, ben, du coup, l'intensité du vivant, vous voyez, quand on le laisse, c'est peut-être pas... Et les dieux, ils ne pouvaient pas vivre ça, eux. Ils étaient là, ouais, bon, ben, encore une fois, ben, pour toujours. Donc, il n'y a pas ce truc existentiel qui nous tient, en fait. On est des mortels. Et franchement, aujourd'hui, on n'assume pas, mais pourtant, c'est tellement un espace de réalisation. On ne peut pas se réaliser si on cherche absolument à fuir cette question de la mortalité et jusqu'où on va aller là pour nous repousser. Alors c'est bien hein, qu'on puisse repousser, mais c'est comment un équilibre. C'est toujours une histoire d'équilibre. Bien sûr que la santé, on ne va pas se laisser mourir pour se laisser mourir, mais vous voyez, c'est ne pas perdre cette question quand même, existentielle pour nous, de notre mortalité, et qui peut nous aider à retrouver et à laisser de la place à l'artiste, en tout cas, qui du coup va venir nous visiter à ce moment-là. Donc, là, lui, quand il est là, l'artiste, lui, il ne sépare pas ce qui est sacré et ce qui est profane. L'artiste, lui, tout est sacré. Tout est sacré. Chaque moment de notre vie devient sacré. Quand l'artiste est là, faire son lit, se doucher, et tous ces moments qui nous paraissent répétitifs, chiants, mais il y a tellement... Et en plus, aujourd'hui, c'est très marqué, tous ces moments de la vie quotidienne, hein, on les rend pas vivants. Souvent, si on regarde, on fait plein de choses en même temps. Souvent, c'est pilotage automatique, je suis déjà ailleurs parce que c'est l'habituel, c'est pas très important. C'est aussi la force des écrans et tout ça, hein, parce que comme quand on regarde les écrans, tous nos amis, tous les gens autour de nous, ils ont l'air de vivre des vies exceptionnelles, parce qu'eux, ils montrent que ce qui... Les ados, c'est un truc de fou, hein, j'ai l'impression que tous les gens autour d'eux, c'est open bar toute la journée, et nous, on est là à faire notre lit, à s'habiller, à faire des trucs chiants, quoi. Et c'est pas vrai. Le poète lui dit non, 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 non. Chaque instant, un nouvel instant, chaque fois que tu fais quelque chose, ça peut être un moment sacré. Il n'y a pas le sacré et le profane, tout est sacré.
Donc la manière de mettre la table, la manière de faire à manger, la manière de nous habiller, la manière de marcher est une occasion de célébrer la vie, de célébrer le vivant, d'amener du sacré dans notre existence, de sentir que la vie, c'est bon de la vivre quand même, au lieu d'être à côté de sa vie. Vous voyez, la plupart du temps, on est à côté de notre vie. On marche là comme un zombie. C'est pas pour rien qu'il y a plein de séries sur les zombies en ce moment. Hein. Ça manifeste bien un peu notre anesthésie généralisée. On est un peu des. Ouais, je pense que si on verrait notre présence, elle est là, et puis voilà, on marche. Et notre présence, elle est là. Et là, dans chaque moment, la manière de regarder les choses, la manière d'écouter, de regarder. Ouais, alors on ne peut pas être tout le temps comme ça. Ça, c'est aussi une illusion de laquelle il faut se défaire. Hein. Mais on peut, bien sûr, et c'est pour ça qu'on fait des retraites, créer des conditions pour inviter l'artiste de plus en plus souvent dans notre vie. Mais on ne peut pas être tout le temps comme ça. Ça, c'est aussi rêver les yeux ouverts, hein, que de croire qu'on peut tout le temps être ouvert au monde, tout le temps apprécier la beauté de la vie. Non, c'est pas vrai. Et je vous rassure, c'est le cas pour nous tous, et pour moi également, pour tous ceux qui enseignent depuis des années la méditation, on n'a pas une vie ouverte à 400% tout le temps. Non, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre. Mais on cultive cette attitude pour essayer à des moments de retrouver la magie du laisser être. Voilà. Quand on arrête de contrôler et qu'on se laisse prendre par la vie, c'est comme la métaphore du surfeur. Ouais, c'est le surfeur ou la surfeuse pour prendre une vague. Il ne peut pas la maîtriser, il ne peut pas la contrôler. Il est obligé de lâcher quelque chose, de l'épouser, de se laisser faire. Et à un moment, il ne fait plus qu'un avec le monde et la vie. C'est ça, c'est là tout d'un coup. Mais ça demande d'abord un lâcher, un laisser. Donc quand le poète est là, on ne peut pas s'ennuyer en fait. Hein. C'est comme Thich Nhat Hanh qui dit que lui, il ne s'est jamais ennuyé en faisant une marche méditative parce que l'artiste est là pour l'accompagner. Il est tellement précieux. Il est là en chacun de nous. C'est très important que vous puissiez vous dire qu'il est là. Hein. Y a pas, on pourrait croire qu'il est loin, il est là. Il est là en chacune et chacun de nous, c'est sûr. Bah, s'il est venu là pour moi, franchement, vu d'où je partais, je pense que là on peut dire qu'il est là en chacun et chacune et c'est clair. Et peut-être le dernier point qui me semble aidant, il y a plein de possibilités, l'artiste il nous aide dans plein de dimensions, mais dans le rapport à nos émotions, l'artiste il est très très précieux, tellement précieux, parce que, vous voyez, donc je vous l'ai dit, hein, l'artiste lui il ne s'identifie pas entièrement à tout, c'est-à-dire il se laisse traverser par les choses, il devient au service du réel, mais il ne s'identifie pas une bonne fois pour toutes. C'est ça sa force. Il ne s'identifie pas une bonne fois pour toutes à une identité. L'artiste n'est pas identifiable, il est insondable. On ne peut pas le mettre dans une case. C'est toute la définition. Un artiste, il est tout le temps en mouvement, il fait avec le mouvement, il danse avec la vie. Donc on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas dire « t'es là ». Il est partout et il est dans le mouvement. Donc dans le rapport aux émotions, il va être très aidant pour nous aider à accepter que l'émotion est un mouvement qui nous traverse et qui passe. Qui nous traverse, quand il nous traverse, ça nous pulse, mais on n'a pas besoin de forcément... Parce que souvent, on confond intensité, qui est quand même la définition quand l'émotion vient nous visiter, hein, c'est plus intense qu'une pensée quand même. Et on confond intensité et vérité. Donc l'artiste, lui, il se laisse traverser par les émotions, mais il ne va pas forcément dire « Ah, c'est vrai parce que c'est intense ». Non, ouais, c'est l'émotion. Parce que ça nous permet vraiment, par rapport à tout ce que disait Karoma hier sur les énergies collectives et tout ça, alors de se laisser porter par l'énergie collective, mais de faire attention aussi. Parce que moi, j'ai vu les effets de groupe et les effets de bande dans les bandes de jeunes là, avec qui je travaillais.
on peut devenir agresseur pris comme ça par l'énergie comme ça du groupe. Alors que franchement, tu le prends seul à seul, il n'aurait jamais agressé quelqu'un. Mais pris dans un truc comme ça. Donc voilà, ça me traverse. Je vais vous lire une citation là, de Fabrice aussi autour de l'artiste et de... L'artiste est notamment celui qui cultive un rapport singulier à ses émotions. Il ne fuit pas ses émotions, il n'a pas peur d'elles. En même temps, il n'appréhende pas la colère, la joie, la tristesse comme des manifestations de son intériorité, de sa subjectivité. Il expérimente l'émotion comme une tonalité passagère le traversant. Ce ton n'est pas séparé de l'environnement où il se situe maintenant. Voyez là, la petite nuance. C'est j'accueille l'émotion et ce n'est pas mon émotion. Et je vais vous dire, c'est juste ça, ça change tout. Juste ça. Parce que souvent, on a des tendances émotionnelles et on s'identifie en disant « mais moi, je suis colérique, moi, je suis quelqu'un de plutôt triste. » Et c'est vrai, c'est des tendances, on a tous des tendances. Mais si on commençait par changer le vocabulaire qu'on a vis-à-vis des émotions qui nous traversent, comme le fait l'artiste, où il le voit plus comme une tonalité, un rythme qui le rencontre. Le matin, on est triste, ah ben tiens, lui, l'artiste va dire « ah tiens, la tristesse me visite. Je sens la tristesse qui est présente. » Oui, juste ça. C'est une attitude, mais tellement différente. Ce n'est pas du tout la même expérience, vous allez voir, qui va se passer quand vous dites « ah, je suis triste, ah, ben, c'est comme la dernière fois. » Et tout de suite, c'est l'histoire de vie. « Ah, ben, c'est comme la dernière fois. » Et puis, ouais, ça va recommencer comme avant, mais là, tous nos trucs, là, blablabla. Ça devient catastrophe. Et ça devient, ça nous prend, c'est claustrophobique. Voilà, c'est mon émotion, c'est ma tristesse, je la connais bien. Non. Et l'artiste, il y a de l'espace, là, ça circule. C'est plus vaste que le petit moi. Ça ne s'arrête pas. Vraiment, l'expérience de l'artiste, c'est l'expérience du non-moi. De la possibilité qu'on peut être à un moment de notre vie sans histoire. Dans les moments d'ouverture et de grâce où on est touché par quelque chose, on est complètement au service de la vie, c'est plus question mon histoire, Mathieu, Brégégé, on s'en fout, femme, homme, on n'a rien à foutre. Là, c'est je suis juste porté. Le boulanger qui fait son pain, on s'en fout qu'il soit homme, femme, son histoire de vie, sa mère, son père. Là, dans le moment clé de l'art, de faire son pain, tout ça n'existe plus, tout ça n'a plus d'importance. Et c'est pas grave, après ça revient et il n'y a pas de problème, je vous dis, on ne peut pas tout le temps être artiste. Mais c'est important de voir qu'on peut inviter, qu'on crée des conditions et s'invite des moments comme ça de grâce, où on ne fait plus qu'un, et c'est ça l'inspiration aussi du poète, par exemple, quand il écrit, c'est plus lui qui écrit en fait. Souvent il dit, c'est pas mes mots en fait. Et donc du coup ça crée une... Vous voyez, on revient à l'humilité, l'artiste c'est quelqu'un de humble. Jamais vous verrez un artiste qui fait le malin, sauf, pas vraiment des artistes en fait. Ceux qui ont besoin de faire les malins, c'est qu'ils ont besoin de s'accrocher à une vérité de ce qu'ils croient. Mais non, l'artiste, et encore une fois, artiste, c'est pas forcément un peintre, hein, ça peut, mais ça peut être, comme je dis, le boulanger, ça peut être la manière dont on est thérapeute, ça peut être, ouais, on peut être artiste. Il n'y a pas de séparation entre les actes. Vous voyez, ça peut être artiste de tout. Quelqu'un qui tient une maison, quand on y rentre, il faut s'imaginer le bon qu'on peut faire à la manière dont on soigne les choses. Vous voyez, c'est bouleversant, quelqu'un qui soigne un endroit. Donc il y a des gens qui ne feront jamais de méditation, mais qui ne feront jamais d'études, mais qui ont leur artiste qui est là, dans leur vie en fait. Et c'est beau, moi j'adore rencontrer des gens qui aiment ce qu'ils font, et du coup l'artiste il est là. Ah voilà, c'est quand on aime ce qu'on fait. Donc l'artiste est là. Et il s'abandonne complètement, ouais, c'est s'abandonner. C'est ça l'artiste, il s'abandonne complètement à ce qu'il fait là. C'est un cadeau magnifique, c'est une expérience spirituelle. Voilà, on peut vivre des expériences spirituelles en laissant l'artiste être, où qu'on soit, n'importe quand. Et donc l'artiste, il sait bien aussi, voilà, donc par rapport aux émotions, donc ses émotions, c'est-à-dire je suis triste, voilà, c'est pas mon émotion, et puis il sait très bien que le monde l'influence. C'est la phrase de Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. On sent bien que le temps, ça nous... des fois, le temps, c'est... Voilà. Mais en même temps, si on se laisse traverser par cette tonalité, chaque temps, chaque saison a une beauté.
a une bonté, a une raison d'être. Voilà, donc on n'est plus blasé. Ouais, c'est ça que disait, dans tous les aspects de notre vie, on n'est plus blasé. Et ça nous permet de garder une forme de persévérance sur le chemin. L'artiste, il nous permet de garder la persévérance, de continuer toute sa vie de le faire. Et la vie devient joyeuse, on ne se prend pas la tête aussi. Franchement, l'artiste ne se prend pas la tête. Des fois, on se prend trop le ciboulot. Ouais. Là, il y a de l'humour. L'artiste, il y a de l'humour. C'est l'enfance, c'est l'étonnement. On a besoin d'humour parce que des fois, on se prend un peu trop au sérieux. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'artiste. On a un peu de temps, si vous avez des questions, merci, parce que j'avais jamais pensé les choses. Enfin voilà, c'est cette invitation, ce texte, un texte. Ça m'a travaillé toute la semaine. Et je crois que, mon artiste était très heureux. C'est beau de se dire qu'on a un artiste. Vous imaginez, moi, ça me bouleverse parce que j'ai tellement eu un enfermement où je croyais, mais vraiment dur comme fer. C'est vraiment qu'on a des croyances. Je veux dire, c'est tellement dur, c'est tellement vrai, c'est tellement que c'était pas possible pour ma vie que c'est quand même bouleversant de voir qu'on a cet artiste en nous et qui est juste là et qui peut tellement nous aider dans plein de moments de nos vies. Voilà, si vous avez des questions ou des partages aussi, parce que, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui vous parle dans la manière dont l'artiste agit aussi dans votre existence. Ouais. Vos parents, ils ont été déçus parce que vous avez trouvé l'artiste Ah non, ils sont heureux. Ah non, ils sont trop contents. Et en plus, ce qui est fou, c'est que plus tu laisses l'artiste en toi, plus il réveille les artistes des autres. Il dit Et en plus, mon artiste, il sait très bien parler aux artistes de ma famille, parce qu'il a été enfermé toute sa vie, donc il sait très bien ce qu'il faut faire. Ah non, ils sont contents. Parce qu'en fait, il y a une joie profonde de vivre quand l'artiste est là. Il y a quelque chose d'une joie. Parce que la joie vient quand on sait que c'est précieux. Et l'artiste, il sait que c'est précieux parce que c'est comme si c'était la première fois, mais comme si c'était la dernière fois. Donc, ce n'est pas l'angoisse existentielle de la dernière fois, c'est plutôt la joie. Donc, non, ça amène beaucoup plus de joie, quelque chose qui est beaucoup plus assumé dans mon être. Tu vois, ils ont eu très peur quand j'ai commencé à méditer parce que je viens du sud-ouest de la France. Et quand je suis devenu éducateur spécialisé, je suis monté à Paris pour travailler dans les quartiers à Paris. Et en France, il y a tout ce truc dans le sud-ouest de monter sur la capitale. Il y a D'Artagnan notamment qui était ma figure. Et D'Artagnan, lui, il est monté sur Paris, il a fait il a sauvé le monde. Donc je me dis, moi aussi, je vais le faire. Et donc j'étais éloigné de ma famille, et donc personne ne médite dans ma famille. Et donc quand j'ai commencé à dire, parce que j'ai rencontré par hasard, par la philosophie, moi, Fabrice Midal, et puis j'ai vu qu'il méditait, donc je suis allé à un de ses cours et tout ça. Je veux dire, sociologiquement, je n'aurais pas dû méditer. Et donc quand j'ai dit, je fais de la méditation. Là, ils ont flippé. Et en plus, comme j'ai démarré, j'ai dit, non, mais t'inquiète, c'est pas ce que tu penses. Et je disais des trucs, mais ça les rassurait pas du tout. Au contraire, ils disaient, ah non, mais là, Mathieu, il s'est fait embarquer dans une secte. Mon père, il était prêt à venir voir Fabrice Midal, parce qu'il ne passait pas sur France Inter encore, tu vois, c'était il y a quand même 15 saisons, je crois. Donc, et puis après, ce qui les a beaucoup rassurés, c'est qu'en fait, quand je suis parti, je voulais couper les liens. Je n'avais pas rencontré l'invitation, mais je voulais partir de chez moi. Je dis, c'est bon, j'en ai marre de ces reproductions sociales et tout ça. Et puis en fait, la méditation, loin de me sortir encore plus de chez moi comme ils avaient peur, ça m'a ramené à la maison, mais différent. Alors au début, je revenais pareil et tout ça, mais peu à peu, voilà. Et donc du coup, non, l'artiste en moi, il adore. Puis il y a quelque chose qui est assumé, tu vois. L'artiste, c'est assumé. Voilà, assumer qu'on n'est pas parfait, assumer qu'il y a des moments. Ouais, souvent, quand on voit les visages des artistes, c'est qu'ils assument, il y a quelque chose d'authentique qu'ils assument. Ils assument de ne pas être toujours à la hauteur de leur vie, ils assument de faire des conneries. Et ça, je trouve que c'est ça qui fait qu'il y a de l'humour. Et donc du coup, ça rend la maison beaucoup plus joyeuse. Donc ouais.
Quelqu'un d'autre veut partager ou questionner? Oui. Moi, je suis extrêmement reconnaissante de vous entendre parce qu'en fait, hier, je discutais avec des amis et je disais comme ça, travailler avec des enfants, c'est être dans un bulle avec eux. Mais en fait, en réalité, vous avez utilisé le mot artiste qui me parle parce qu'en fait, c'est ça. Ils ont révélé en moi l'artiste. C'est ça. Et puis, depuis quelque temps, être avec eux, c'est juste vivre l'instant présent. J'en parle, j'en ai des frissons, puis ouais. C'est ça. Magnifique. Magnifique parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit comme ça et c'est ça qui se passe vraiment comme je te disais avec mes enfants. Mais en fait, c'est ça qui s'est passé avec eux, c'est qu'ils nous redonnent la possibilité de retrouver l'artiste. C'est comme une nouvelle chance. Et en fait, on en a plein tout le temps, hein, des chances. Hein, c'est ça qui est bien. Mais oui, en effet. Donc l'enfant peut devenir enseignant aussi. D'autres choses? D'autres questions ou partages? Oui. Ouais, tu as évoqué le sentiment de joie. Mm. Et je trouve qu'au niveau personnel, c'est extrêmement puissant parce que c'est un bien-être, c'est nourrissant, ça fait du bien. Et puis dans un second temps, enfin pour ma part en tout cas, je me suis rendu compte que c'est extrêmement puissant dans ma relation aux autres. Mm. C'est complètement transmissible, Mm. sans vouloir le transmettre. Mm. Sinon ça biaise. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, ça agit, ça a un impact direct sur la qualité relationnelle avec les autres. Mm. Et c'est assez exaltant, je trouve, Mm. intérieurement. Mm. Le sentiment de joie, c'est vraiment central, me semble-t-il, dans ce que tu Mm. disais. En tout cas, ça résonne à ce niveau-là pour moi. Mm. Mais c'est ça, et on voit en fait que c'est ce sentiment de non-séparation. Ça veut dire que, comme tu dis, sans forcer les choses, la joie qui naît dans notre cœur se transmet naturellement. Et il n'y a pas besoin de le dire par la volonté, ça se fait. Donc on voit qu'il y a une non-séparation poreuse entre les gens. Et le fait que ça se transfère, en fait, ça crée quelque chose, c'est l'autre qui nous rend quelque chose, c'est circulaire. C'est même pas je veux que ça donne, ou que ça donne, mais ça donne en fait, ça donne, ça rend. Et en plus, on ne sait plus qui donne vraiment, et c'est ça la vie, c'est ça le vivant, c'est ça l'artiste. C'est qu'il y a quelque chose à un moment d'une générosité, là, qui se manifeste à travers la joie, mais qui n'a pas d'émetteur et qui n'a pas un destinataire. Et ça sort du langage de la communication. C'est pas un émetteur, moi, ma vie, mon truc, qui donne à elle. C'est beaucoup plus profond en fait. Là, ce qui se passe, c'est pas moi là qui vous donne quelque chose. C'est trop petit ça. C'est quelque chose que j'ai touché, qui m'a été donné, que je me laisse traverser, je donne, et puis ça circule, et c'est vos présences qui fait. Mais il y a plein de choses que j'ai dites que je ne savais pas que j'allais les dire, et que c'est Karoma hier qui a dit des trucs, ça m'a fait ce matin, Florent, enfin je suis complètement pris par l'aventure qu'on vit, et ce que j'avais préparé depuis une semaine n'est pas vraiment ce que j'ai dit là, parce que c'est autre chose qui se passe là, et c'est ça en fait, et c'est le don de ce lien avec vous qui m'a permis de dire ça. Donc c'est pas moi qui ai parlé vraiment au fond. Si on regarde vraiment ce qui s'est passé là, c'est juste la vie, la vérité du vivant qu'on peut expérimenter chacune et chacun à notre niveau. Donc c'est pour ça, c'est très... on ne se prend pas la tête vraiment quand on commence à enseigner la méditation. On commence pas... Ceux qui se prennent la tête, hein, si vous voyez qu'il y a des gens qui se prennent la tête, partez. Ou qui disent je suis arrivé quelque part. Ça, c'est très très dangereux, très très dangereux.